En ce moment précis, pendant que vous écoutez ces mots, quelque chose vous traverse. Pas une fois, pas 1000 fois, des centaines de milliards de fois par seconde. Ces choses percent votre crâne, glissent entre vos atomes, traversent votre poitrine, vos pieds, le plancher sous vous, la roche sous le plancher, et ressortent de l'autre côté de la Terre comme si rien n'existait, sans laisser une seule trace, sans même vous frôler. Vous ne les sentez pas, vous ne pouvez pas les voir. Aucun instrument que vous possédez ne peut les détecter. Et pourtant, elles sont là. Elles ont toujours été là. Depuis la naissance de l'univers, elles traversent tout, absolument tout, comme des fantômes qui ignorent même que la matière existe. Ces choses s'appellent des neutrinos. Et voici ce qui rend cette histoire vraiment vertigineuse. Pendant des décennies, les physiciens ont cru qu'ils avaient fini de comprendre ces particules. Ils les avaient classées, cataloguées, mises dans des cases bien ordonnées. Masse nulle, vitesse maximale, pas d'interaction, cas réglé, passez au suivant. Mais les neutrinos ont refusé d'obéir. Ils ont commencé à changer d'identité en plein vol. À arriver en nombre insuffisant depuis le Soleil, comme si une partie d'entre eux disparaissait en chemin. À surgir de supernovae mortes depuis 160 000 ans, en portant des informations que la lumière elle-même ne peut pas transporter. Et surtout, ils ont montré quelque chose d'impossible selon les lois de la physique telles qu'on les connaissait. Ils ont une masse. Une toute petite masse, mais une masse. Ce qui, selon le modèle standard de la physique des particules, le grand édifice théorique qui décrit tout ce que nous connaissons de la matière, ne devrait tout simplement pas exister. Ils ont brisé le modèle. Calmement, silencieusement, comme ils font tout, sans bruit et sans effort. Alors aujourd'hui, on plonge au cœur de la particule la plus insaisissable, la plus déconcertante et peut-être la plus importante de l'univers. On va comprendre d'où elle vient, comment les physiciens ont mis 26 ans rien que pour prouver qu'elle existait, et ce qu'elle dit sur la nature fondamentale de la réalité. Parce que derrière ce petit fantôme sans charge et presque sans masse, se cache peut-être la réponse à une question qui dépasse tout le reste. Pourquoi l'univers est-il fait de matière et pas d'antimatière ? Pourquoi existons-nous ? Et avant de continuer, si vous voulez ne manquer aucune des histoires que l'on raconte ici, des énigmes de la physique aux mystères du cosmos, abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur j'aime. Ça prend 2 secondes et c'est la meilleure façon de nous aider à continuer. Dans le lien en description, vous trouverez aussi une façon de nous envoyer un soutien direct, un petit don pour le développement de la chaîne. Chaque contribution compte énormément. Et dites-nous dans les commentaires, de quelle ville vous nous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment. Maintenant, entrons dans l'histoire. Imaginez que vous tenez une balle de tennis dans la main. Elle est là, réelle, solide. Vous la serrez, vous sentez sa surface. Maintenant, imaginez que cette balle devient soudain capable de traverser le mur en face de vous, puis le bâtiment entier, puis la montagne derrière, sans ralentir, sans se déformer, sans laisser la moindre trace dans le mur, le béton, la roche. La balle est toujours là, dans votre main gauche, et elle est déjà de l'autre côté de la Terre. C'est ce que font les neutrinos, sauf qu'ils sont infiniment plus petits qu'une balle de tennis. Ils sont plus petits que tout ce que vous pouvez imaginer, et leur capacité à ignorer la matière est tellement extrême qu'elle défie l'intuition. Pour arrêter la moitié d'un flux de neutrinos, il vous faudrait ériger un mur de plomb d'une épaisseur égale à la distance que la lumière parcourt en une année entière. Mettez ça en perspective. La lumière voyage si vite qu'en une seule seconde, elle fait plusieurs fois le tour de la Terre. Maintenant, multipliez ce trajet par toutes les secondes contenues dans une année. C'est l'épaisseur de plomb dont vous auriez besoin. Et même ce mur colossal ne bloquerait que la moitié des neutrinos. L'autre moitié continuerait comme si de rien n'était. La Terre entière, avec ses milliers de kilomètres de roches, de métal fondu et de noyaux de fer, ne représente pour un neutrino qu'un obstacle légèrement moins transparent que le vide. De jour, les neutrinos du Soleil vous traversent par le haut. De nuit, ils vous traversent par le bas, après avoir traversé toute la planète, et c'est rigoureusement la même chose pour eux. Mais qu'est-ce que c'est exactement un neutrino ? C'est une particule élémentaire. Cela signifie qu'elle n'est pas composée d'autre chose. Elle n'est pas faite d'atomes, ni de quarks assemblés, ni de quoi que ce soit de plus petit à l'intérieur. Elle est en elle-même une brique fondamentale de la réalité. Elle appartient à la famille des leptons, la même grande famille que les électrons. Comme l'électron, elle a un demi-tour de spin, ce qui en fait un fermion, une particule de matière au sens le plus profond du terme. Mais contrairement à l'électron, elle ne possède pas de charge électrique. Elle est neutre, parfaitement neutre. Et c'est précisément cette neutralité qui lui confère son pouvoir fantomatique. Dans l'univers tel que nous le connaissons, les particules interagissent les unes avec les autres par des forces. La force électromagnétique agit entre tout ce qui est chargé.
La force forte cimente les noyaux. La gravité attire les masses. Mais le neutrino n'est pas chargé. Il ne participe pas à la force forte. Et sa masse est tellement infime que la gravité ne lui dit pratiquement rien. Il ne lui reste qu'une seule interaction disponible, la force faible. L'interaction responsable de la radioactivité. Et cette force, justement, a une portée si courte qu'elle ne s'exprime qu'à des distances inférieures au millième du diamètre d'un proton. Pour qu'un neutrino interagisse avec quoi que ce soit, il faut qu'il passe à une distance absurdement proche du noyau d'un atome. Et la matière, rappelons-le, est presque entièrement constituée de vide. Un atome, c'est un noyau minuscule au centre d'un nuage d'électrons immense, proportionnellement à la même échelle qu'une mouche au milieu d'une cathédrale. Le neutrino traverse cette cathédrale quasi vide et, la plupart du temps, ne croise rien. En chiffres concrets, sur 10 milliards de neutrinos solaires qui traversent la Terre, un seul interagit avec un atome quelque part dans les profondeurs de notre planète. Les 9 999 999 999 autres traversent comme s'ils voyageaient dans le vide absolu. Voilà ce qu'est un neutrino, la particule la plus difficile à saisir que l'univers ait jamais produite. Et des billions de milliards d'entre eux vous traversent pendant que vous écoutez cette phrase. Mais ils ne sont pas apparus du néant. Avant d'être une réalité mesurée, ils étaient une idée désespérée. L'invention d'un physicien acculé dans un coin par les lois fondamentales de la physique elle-même. L'histoire commence au début du XXe siècle, dans les laboratoires où les chercheurs commençaient à décortiquer la radioactivité. Depuis que Henri Becquerel avait découvert que l'uranium émettait mystérieusement des rayonnements en 1896, et que Marie et Pierre Curie avaient isolé le radium peu après, les physiciens cherchaient à comprendre les mécanismes intimes de ces émissions. On avait identifié 3 types de rayonnements, les rayons alpha, les rayons bêta et les rayons gamma. Les rayons alpha étaient des noyaux d'hélium projetés à grande vitesse lors de la désintégration de certains atomes. Les rayons gamma étaient des photons très énergétiques, et les rayons bêta, c'étaient des électrons. La radioactivité bêta semblait simple à première vue. Un noyau instable éjecte un électron et devient un noyau différent, bien, clair. Comme les autres désintégrations, on s'attendait à ce que cet électron emporte toute l'énergie disponible, avec une valeur précise et fixe, dictée par la différence de masse entre le noyau initial et le noyau final. En physique, quand quelque chose se transforme en autre chose, l'énergie se conserve. C'est une loi fondamentale, aussi fondamentale qu'on peut le concevoir, aussi fondamentale que l'existence même de la physique en tant que discipline. Sauf que dans la réalité des expériences, les électrons bêta n'avaient pas tous la même énergie. Ils avaient des énergies variées, continues, réparties sur un large spectre. Certains arrivaient avec beaucoup d'énergie, d'autres avec peu. La moyenne était bien en dessous de la valeur attendue. Une partie de l'énergie semblait tout simplement disparaître. Et c'était une catastrophe. Si l'énergie disparaissait dans la radioactivité bêta, cela signifiait que la conservation de l'énergie ne fonctionnait pas dans ce contexte. Ce principe, que tous les autres phénomènes connus respectaient avec une précision parfaite, serait violé à l'échelle subatomique. Certains physiciens commençaient sérieusement à envisager l'hypothèse que la conservation de l'énergie soit tout simplement fausse à ce niveau de réalité. Niels Bohr, l'un des pères de la mécanique quantique, commençait à penser sérieusement vers cette idée troublante. Un homme refusait d'y croire. Wolfgang Pauli, physicien suisse d'origine autrichienne, avait déjà reformulé la mécanique quantique avec son principe d'exclusion, prix Nobel de physique en 1945. Brillant, impitoyable dans ses jugements, surnommé le fléau de Dieu pour sa critique dévastante des travaux de ses collègues, Pauli ne pouvait pas accepter que la conservation de l'énergie soit fausse. Elle ne pouvait pas être fausse. Elle était trop fondamentale, trop bien vérifiée partout ailleurs. Si l'énergie semblait disparaître, c'est qu'elle partait quelque part qu'on ne regardait pas. Et si quelque chose d'invisible emportait l'énergie manquante. Le 4 décembre 1930, Pauli se trouve à Zurich. Il est convié à un congrès de physique à Tübingen, en Allemagne, où Lise Meitner, spécialiste de la radioactivité bêta, et plusieurs de ses pairs attendent une communication officielle. Mais Pauli, dont le divorce vient juste d'être prononcé, préfère rester à Zurich et noyer son mal-être dans les fêtes et les bals. Il envoie à sa place un ami, avec pour mission de lire une lettre qui va changer la physique. L'adresse est mémorable. Elle commence ainsi, 0. Pauli y propose, avec un humour presque désinvolte, l'existence d'une particule nouvelle, une particule neutre, de spin demi, de masse très faible, peut-être nulle, émise en même temps que l'électron lors de la désintégration bêta. Cette particule emporterait une partie de l'énergie, et le bilan énergétique serait ainsi respecté. Le problème disparaîtrait. Il appelle cette particule le neutron.
mais il précise qu'il s'agit d'une particule distincte du neutron nucléaire qui sera découvert par James Chadwick 2 ans plus tard. Il reconnaît lui-même le caractère audacieux, voire incongru, de sa proposition. Une particule qui interagirait si peu avec la matière qu'on ne pourrait peut-être jamais la détecter. Dans la lettre, il écrit qu'il a fait une chose terrible. Il a postulé l'existence d'une particule qu'il est pratiquement impossible d'observer. Et il ajoute, de manière presque comique pour quelqu'un qui vient de régler le problème fondamental de la radioactivité bêta, qu'il préférerait ne jamais avoir entendu parler de physique. 3 ans plus tard, au congrès Solvay de Bruxelles en 1933, alors que Chadwick a découvert le vrai neutron nucléaire, Enrico Fermi reprend l'idée de Pauli et l'intègre dans une théorie mathématique complète de la désintégration bêta. C'est Fermi qui baptise la particule proposée par Pauli d'un nom désormais célèbre. Le neutron de Chadwick est le gros neutre. Celui de Pauli est le neutrino, le petit neutre. Le nom reste. Mais avoir un nom ne suffit pas à faire exister une particule. Pour la physique, la preuve est dans l'expérience. Et là commençait une période de silence qui allait durer 26 ans. On venait de poser la question, la réponse allait prendre une génération entière. Hans Bethe et Rudolf Peierls, 2 physiciens qui avaient parfaitement compris la théorie de Fermi, publient dès 1934 un calcul décisif. En estimant la probabilité qu'un neutrino interagisse avec un atome quelconque, ils arrivent à un nombre qui fait froid dans le dos. Cette probabilité est tellement faible qu'un neutrino pourrait traverser une épaisseur de plomb équivalente à la distance entre la Terre et le Soleil des millions et des millions de fois avant d'interagir une seule fois. Bethe et Peierls concluent sobrement que le neutrino est pratiquement indétectable. Pas difficile à détecter, pratiquement indétectable, fondamentalement. La communauté scientifique prend note et passe à autre chose. Pendant 15 ans, presque personne ne cherche sérieusement à détecter le neutrino. On croit à son existence, la théorie de Fermi fonctionne trop bien pour qu'on en doute, mais on l'accepte comme une entité hors de portée, comme un fantôme que la physique réclame, mais que les laboratoires ne pourront jamais saisir. Le problème était pourtant clairement posé. Pour détecter quelque chose d'aussi fuyant, il fallait 2 choses. Une source produisant des neutrinos en quantité astronomique et un détecteur d'une sensibilité extraordinaire. Les sources radioactives connues à l'époque étaient beaucoup trop faibles. 1 gramme de radium produisait quelques centaines de désintégrations par seconde, ce qui était totalement insuffisant. Pour observer une interaction de neutrinos dans un détecteur raisonnable, il aurait fallu des sources des millions de fois plus intenses. Et puis vint la bombe atomique. L'explosion de la première bombe atomique à Alamogordo en juillet 1945 fut une catastrophe humaine et une révolution scientifique simultanément. Parmi les personnes qui réfléchissaient aux implications de cette explosion se trouvait Frederick Reines, physicien travaillant au laboratoire national de Los Alamos. Reines comprit que l'explosion d'une bombe thermonucléaire produirait un flux de neutrinos d'une intensité jamais vue. Et si on plaçait un détecteur suffisamment proche d'un essai nucléaire, à l'abri du reste de l'explosion, dans un bunker enterré à quelques dizaines de mètres, peut-être pourrait-on enfin capturer un signal. L'idée était légèrement folle. Elle impliquait de placer un laboratoire scientifique à quelques centaines de mètres d'une explosion nucléaire. Mais Reines était sérieux. Il dessina même les plans d'un tel appareil, un détecteur logé dans une capsule métallique pouvant être inséré dans un puits creusé sous la tour de détonation. Quand il présenta l'idée à Enrico Fermi, en 1951, Fermi l'écouta avec attention, puis suggéra une alternative moins dangereuse et plus pratique, utiliser un réacteur nucléaire au lieu d'une bombe. Les réacteurs, alors en cours de développement, produisaient des flux de neutrinos bien plus intenses que n'importe quelle source radioactive classique, de manière continue, sans exploser, et avec la possibilité de les allumer et les éteindre à volonté pour vérifier que le signal détecté était bien réel. Reines s'associe à Clyde Cowan, un autre physicien de Los Alamos, et ils baptisent leur projet d'un nom qui dit tout sur l'époque et l'état d'esprit. Projet Poltergeist. Poltergeist comme le fantôme qui fait du bruit, qui laisse des traces sans jamais pouvoir être attrapé. Ils veulent attraper le fantôme. Ils construisent leur premier détecteur et l'installent près du réacteur de Hanford, dans l'État de Washington, en 1953. Le résultat est décevant. Un signal existe peut-être, mais le bruit de fond causé par les rayons cosmiques qui bombardent constamment la surface de la Terre noie toute trace convaincante. La signature d'un neutrino est perdue dans le chaos. Ils recommencent. Ils conçoivent un détecteur plus sophistiqué, plus massif, plus précis. Et surtout, ils cherchent un endroit mieux protégé. Ils trouvent ce qu'il leur faut dans la centrale de Savannah River, en Caroline du Sud. Ce site possède un réacteur particulièrement puissant, et la position géographique permet d'installer le détecteur à la fois très près du réacteur, pour maximiser le flux de neutrinos, et 12 mètres sous terre,
pour se protéger des rayons cosmiques parasites. Le détecteur qu'ils construisent là-bas est un chef-d'œuvre d'ingéniosité. Imaginez une pile de réservoirs et de couches de détection. 2 grands bacs remplis d'eau, pas de l'eau ordinaire, mais de l'eau dans laquelle du chlorure de cadmium a été dissous, car le cadmium capture exceptionnellement bien les neutrons. Ces bacs sont entourés de scintillateurs, des matériaux qui émettent de la lumière quand une particule chargée les traverse, et ces éclairs lumineux sont captés par des photomultiplicateurs, des appareils qui amplifient un seul photon jusqu'à un signal électrique mesurable. 110 photomultiplicateurs pour chaque couche. La logique de la détection est la suivante. Un antineutrino venant du réacteur peut, en passant à très courte portée d'un proton dans l'eau, déclencher une réaction qui produit un positron et un neutron. Le positron, particule d'antimatière, s'annihile immédiatement avec un électron de l'eau voisine, produisant 2 photons gamma simultanés. Ces photons sont détectés par les scintillateurs. Environ 15 millionièmes de seconde plus tard, le neutron se déplace lentement et est capturé par un noyau de cadmium, déclenchant l'émission d'autres photons gamma. Cette double signature, 2 flashs simultanés, puis un flash retardé de précisément ce délai, est unique. Aucun processus naturel connu ne produit cette séquence exacte. Si on la voit, c'est qu'un neutrino est passé. Pendant des mois, il collecte les données, et le signal est là, faible, mais réel. Environ 3 interactions par heure dans leur détecteur. Pour être absolument certains, ils font l'expérience décisive. Ils éteignent le réacteur. Si le signal était dû au neutrino du réacteur, il devrait diminuer et disparaître. Si c'était un artefact quelconque, il devrait rester. Le signal disparaît quand le réacteur est éteint. Il revient quand le réacteur est rallumé. Le 14 juin 1956, Reines et Cowan envoient un télégramme à Wolfgang Pauli. Le message est simple. Les neutrinos existent. Nous les avons vus. Pauli répond. Sa réponse est devenue légendaire dans la physique. Il écrit simplement « Merci pour le message. Tout vient à qui sait attendre. » Il avait attendu 26 ans. Son fantôme avait enfin été capturé. Mais la capture de ce premier neutrino ouvrait une question que personne n'avait vraiment anticipée. Ce neutrino découvert à Savannah River était un neutrino électronique, le neutrino associé à l'électron. Mais y en avait-il d'autres ? Le neutrino était-il une particule unique ou existait-il sous plusieurs visages ? La réponse est venue quelques années plus tard, et elle a multiplié par 3 la richesse de cette histoire. Pour comprendre, il faut d'abord parler du muon. Cette particule, découverte en 1936 par Carl Anderson dans les rayons cosmiques frappant l'atmosphère, était une vraie curiosité. Elle ressemblait en tout point à un électron, même charge, même comportement, mais elle était bien plus lourde et instable. Elle se désintégrait en électrons et en 2 particules neutres en l'espace d'une fraction de seconde. Le physicien Isidore Rabi, en la découvrant, avait posé la question qui allait hanter la physique pendant des décennies. Qui a commandé ça ? Pourquoi l'univers avait-il besoin d'une version lourde de l'électron ? Quel rôle jouait-elle ? Si le muon était une version lourde de l'électron, il devait logiquement avoir son propre neutrino associé, comme l'électron avait le sien. Mais était-ce le même neutrino ou un neutrino distinct ? La question n'était pas triviale. Si c'était le même neutrino, alors un faisceau de ces particules frappant une cible produirait parfois des électrons, parfois des muons. Si c'était un neutrino différent, il ne produirait que des muons, jamais des électrons. C'est l'expérience que réalisent Leon Lederman, Melvin Schwartz et Jack Steinberger au laboratoire de Brookhaven, à New York, en 1962. Ils produisent un faisceau intense de pions, des particules qui en se désintégrant créent des neutrinos associés aux muons. Ce faisceau traverse un immense blindage d'acier et de béton, 16 mètres d'épaisseur de ferraille récupéré d'un vieux cuirassé de la marine, qui arrête tout sauf les neutrinos. Et derrière ce blindage, ils observent ce que ces neutrinos font dans leur détecteur. Résultat sans ambiguïté, les neutrinos du faisceau produisent uniquement des muons, jamais des électrons. Ce sont bien des neutrinos différents, des neutrinos muoniques, distincts des neutrinos électroniques découverts à Savannah River. Il existe 2 types de neutrinos. Lederman, Schwartz et Steinberger reçoivent le prix Nobel de physique en 1988 pour cette découverte. Et puis vint le taux. Dans les années 70, Martin Pearl et ses collègues au centre de Stanford en Californie découvrent une 3e particule de la même famille que l'électron et le muon, le lepton tau, une version encore plus lourde et encore plus instable. Si la logique tenait, ce 3e lepton devait avoir son propre neutrino associé. Les indices théoriques et indirects pointaient clairement dans cette direction. Mais voir directement ce neutrino tau était une autre affaire. Il fallait l'observer interagir de façon distincte, produire des taux reconnaissables. Ce fut finalement en l'an 2000 que la collaboration Donut, au laboratoire Fermilab près de Chicago, annonça la première détection directe d'interaction du neutrino tau. L'expérience avait pris des années,
Le signal était rarissime, mais il était là. La troisième saveur du neutrino était confirmée. La physique des particules en tirait une certitude précieuse. Il existe exactement 3 types, 3 saveurs de neutrinos. Le neutrino électronique, né avec les électrons dans les réactions nucléaires, le neutrino muonique, jumeau invisible du muon, le neutrino tau, partenaire fantomatique du lepton le plus lourd. 3 versions d'une même idée, 3 variantes d'un être qui refuse de se laisser toucher par la matière. Et au CERN, à la fin des années 80, des expériences sur le boson Z avaient même montré que ce nombre de 3 est définitif. En mesurant combien de façons différentes le boson Z peut se désintégrer et en comparant avec la théorie, les physiciens ont prouvé qu'il n'existe pas d'autres neutrinos légers de ce type. Exactement 3. Ni 2, ni 4. 3. 3 fantômes qui vous traversent en ce moment. 3 versions d'une absence qui pèsent sur tout ce que vous touchez, tout ce que vous êtes, toute la matière visible de l'univers. La famille était complète, le catalogue était bouclé. La physique avait ces 3 neutrinos bien rangés dans sa grande théorie, le modèle standard. Eux aussi y avaient leurs cases, leurs colonnes, leurs lignes. Masse nulle, c'est ce que le modèle exigeait, vitesse maximale, pas d'interaction notable, cas réglé. Sauf que quelque chose d'impossible était en train de se passer, que les données accumulées depuis des années ne cessaient d'indiquer sans qu'on veuille vraiment y croire. Les neutrinos étaient en train de se transformer les uns en les autres en cours de route. Un neutrino électronique partait du Soleil. Un neutrino d'une autre saveur arrivait sur Terre. La particule changeait d'identité pendant le voyage, comme si elle revêtait successivement plusieurs costumes, s'essayant à chacune de ces 3 formes dans un ballet quantique permanent. Et si c'était vrai, cela ne signifiait pas seulement que le neutrino était plus riche et plus complexe qu'on ne l'avait cru, cela signifiait qu'il avait une masse. Et une masse non nulle pour le neutrino, c'était quelque chose que le modèle standard avait formellement, catégoriquement, mathématiquement exclu. Le fantôme refusait d'entrer dans sa case. Le fantôme refusait d'entrer dans sa case. Et les données qui s'accumulaient depuis les années 70 allaient bientôt le prouver de manière irréfutable, en commençant par une étrangeté qui semblait n'avoir aucun sens. Imaginez que vous allumez une lampe, et que la lumière qui en sort change de couleur en cours de route, que vous sachiez avec certitude qu'elle est rouge quand elle part, mais que lorsqu'elle arrive de l'autre côté de la pièce, elle est orange, puis verte, puis bleue, selon l'angle depuis lequel vous la regardez. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas une illusion. La lumière a littéralement changé de nature pendant son voyage, en plein vol, sans que rien ne l'ait heurté. Voilà ce que fait le neutrino, sauf que la physique l'interdit formellement. L'idée de l'oscillation avait en réalité été semée très tôt. En 1957, Bruno Pontecorvo, physicien italo-soviétique de génie, le même qui avait suggéré l'utilisation du chlore pour détecter les neutrinos, avait posé une question théorique troublante. Il avait remarqué que le comportement d'un kaon neutre, une particule qui peut se transformer en son antiparticule et alterner entre les 2 états, ressemblait dans sa logique à ce que pourraient faire les neutrinos si leurs états de masse et leurs états de saveur ne coïncidaient pas parfaitement. Dans ce cas, un neutrino électronique ne serait pas un état pur et stable, mais un mélange quantique fluctuant, dont les composantes se déplacent à des vitesses légèrement différentes. Comme 2 musiciens, jouant la même note à des tempos imperceptiblement distincts, créent des battements qui s'intensifient et se résorbent de façon rythmique, ces composantes créeraient une interférence quantique qui ferait basculer le neutrino d'une saveur à l'autre selon la distance parcourue. Le mécanisme était élégant, il était mathématiquement cohérent, et pour qu'il fonctionne, il fallait une condition absolue. Les neutrinos devaient avoir une masse. Pas la même masse pour chacun, des masses différentes, distinctes, si faibles qu'elles échappent à toute mesure directe, mais non nulles. Or, le modèle standard de la physique des particules avait construit son architecture sur l'hypothèse que les neutrinos sont sans masse. Ce n'était pas une erreur d'inattention, ni un oubli. C'était un choix délibéré, justifié par l'absence de tout mécanisme connu susceptible de leur donner une masse. Dans le cadre mathématique du modèle, les neutrinos n'existent que dans un état dit tiré-bas, cote, tiré-bas, 1, tiré-bas, tiré-bas. Leur spin tourne toujours dans un sens particulier par rapport à leur direction de déplacement. Un neutrino cote 2, qui serait nécessaire pour construire un terme de masse à la façon dont on le fait pour les autres particules, n'a jamais été observé. Aucune symétrie n'en exige l'existence. Aucun mécanisme ne le prédit. Donc, pas de masse. Clos. La preuve définitive et incontestable de l'oscillation est arrivée en juin 1998, dans un amphithéâtre bondé à Takayama, au Japon, lors de la conférence internationale Neutrino 98. Environ 400 physiciennes et physiciens de neutrinos, venus du monde entier, ont entendu ce jour-là
la collaboration Super Kamiokande annonçait quelque chose qui a changé la physique des particules pour toujours. Super Kamiokande étudie les neutrinos atmosphériques. Ces neutrinos produits dans la haute atmosphère quand les rayons cosmiques y percutent des atomes et déclenchent des cascades de particules secondaires. Ces neutrinos tombent sur le détecteur depuis le haut, mais aussi depuis le bas, après avoir traversé toute la Terre. Et voilà où apparaît quelque chose d'impossible à expliquer autrement que par l'oscillation. Les neutrinos muoniques venant du bas, ceux qui ont traversé 12 000 km de roches et de fer fondu pour arriver de l'autre côté de la planète, arrivaient en nombre 2 fois moins élevé que ceux venant du haut. La moitié des neutrinos muoniques avaient disparu pendant ce voyage à travers la Terre. Ceux du haut, qui venaient juste de quelques dizaines de kilomètres d'atmosphère, étaient au complet. La seule explication possible, les neutrinos muoniques à longue distance se transformaient en neutrinos tau, indétectables par le détecteur. Ils oscillaient. La signification statistique du résultat dépassait tout seuil raisonnable de doute. Plus de 5 sigma, ce qui en physique correspond à une certitude pratiquement absolue. Le modèle standard avait tort sur le neutrino, et les neutrinos avaient une masse. Takaaki Kajita, qui présentait ces résultats, et Arthur McDonald, qui allait confirmer l'oscillation des neutrinos solaires quelques années plus tard avec le détecteur SNO au Canada, ont reçu conjointement le prix Nobel de physique en 2015 pour cette découverte. Ce fut la première fois depuis la découverte du boson de Higgs en 2012 qu'une découverte de physique des particules, brisant le modèle standard, recevait une telle reconnaissance. Sauf que le boson de Higgs confirmait le modèle. Les oscillations du neutrino, elles, l'avaient brisé. Mais pour comprendre pourquoi cette découverte était si stupéfiante, il faut revenir 30 ans en arrière, là où la première fissure dans la compréhension des neutrinos solaires avait commencé à s'ouvrir. Parce que l'oscillation n'a pas surgi du néant. Elle a été la réponse à une énigme qui avait torturé 2 générations de physiciens. Au début des années 60, un astrophysicien du nom de John Bacol entreprend de calculer avec précision le nombre de neutrinos que le Soleil doit produire chaque seconde. Son raisonnement est limpide. Nous connaissons l'énergie que le Soleil rayonne vers nous. Cette énergie provient de la fusion nucléaire qui transforme l'hydrogène en hélium dans son noyau. Chaque réaction de fusion produit des neutrinos électroniques en quantité calculable. En connaissant la puissance lumineuse du Soleil, on peut déduire exactement combien de neutrinos devraient nous parvenir chaque seconde. Le résultat est vertigineux. Chaque centimètre carré de la surface terrestre devrait être traversé chaque seconde par environ 65 milliards de neutrinos solaires. Simultanément, un chimiste de Brookhaven National Laboratory, nommé Raymond Davis, prend connaissance de l'idée que Pontecorvo avait suggérée des années plus tôt, utiliser du chlore pour capturer les neutrinos solaires. L'idée est que lorsqu'un neutrino électronique frappe un atome de chlore 37, il le transforme en argon 37 radioactif, qui peut ensuite être extrait et compté. Davis propose d'emplir un immense réservoir d'un liquide riche en chlore, du tétrachlorure de carbone, le même liquide utilisé dans le nettoyage à sec, et de l'enterrer profondément dans une mine pour le protéger des rayons cosmiques parasites. Il choisit la mine d'or de Homestake, dans le Dakota du Sud, à presque 1500 mètres de profondeur. Il fait construire un réservoir de 378 000 litres. Bacol calcule combien d'atomes d'argon devraient se former chaque semaine. Davis prépare les instruments pour les compter. Les 2 hommes sont prêts. En 1968, les premiers résultats tombent. Davis détecte des neutrinos solaires. C'est déjà remarquable. Mais le nombre est bizarre. Il n'y a qu'un tiers du nombre prédit par Bacol. Davis compte les atomes d'argon formés pendant des semaines d'exposition. Il les compte avec une précision redoutable. La mesure est fiable, mais elle dit un tiers de ce que prédit la théorie. La réaction de la communauté scientifique est immédiate. Quelqu'un a fait une erreur. Soit Davis se trompe dans son expérience, soit Bacol se trompe dans son modèle solaire. Les 2 hommes repartent vérifier leurs calculs. Davis vérifie son expérience encore et encore, affine les mesures, réduit les sources d'erreurs possibles, prolonge les périodes de collecte. Bacol révise son modèle solaire, teste différentes hypothèses sur la température du cœur du Soleil, cherche les incertitudes. Mais les chiffres ne bougent pas. Davis trouve toujours un tiers. Bacol prédit toujours 3 fois plus. L'écart est réel. C'est le début de ce que la physique appellera le problème des neutrinos solaires. Et ce problème va durer exactement 33 ans. Pendant ces 3 décennies, d'autres expériences confirment le déficit. Kamiokande, au Japon, détecte les neutrinos du bord solaire en temps réel et trouve aussi un déficit. SAGE, en Russie, et Galex, en Italie, 2 détecteurs au gallium, capables de voir les neutrinos de plus basse énergie,
confirme que le manque ne touche pas seulement les neutrinos les plus énergétiques, il est général. Tous les neutrinos du Soleil arrivent en nombre insuffisant. Pas à moitié, pas aux 2/3, il en manque systématiquement une grande fraction. La communauté est divisée. Une faction pense que les modèles solaires sont faux, que nous comprenons mal l'intérieur du Soleil. Une autre faction pense que les neutrinos font quelque chose que nous ignorons. Une troisième faction, minoritaire mais persévérante, maintient que Pauli avait peut-être raison d'appeler son neutrino une particule indétectable, et que nous sommes peut-être simplement incapables de les voir tous. La résolution arrive en 2001, grâce à un détecteur extraordinaire, enterré à 2 km de profondeur dans une mine de nickel de Sudbury, en Ontario, au Canada. L'observatoire de neutrinos de Sudbury, SNO, possédait une caractéristique unique que tous les détecteurs précédents n'avaient pas. Il utilisait de l'eau lourde, une forme d'eau où les atomes d'hydrogène ordinaires sont remplacés par du deutérium. Cette eau lourde permettait à SNO de détecter non seulement les neutrinos électroniques, ce que faisaient tous les autres détecteurs, mais les neutrinos des 3 saveurs confondues, grâce à une réaction de désintégration neutre qui répond à tous les types de neutrinos de la même façon. Le résultat fut définitif. SNO compta tous les neutrinos arrivant du Soleil, toutes saveurs confondues. Et ce nombre total correspondait exactement à ce que prédisait Bacol. Les neutrinos étaient là. Tous les neutrinos que le Soleil devait envoyer arrivaient bien sur Terre. Mais seulement 1/3 d'entre eux arrivaient encore comme neutrinos électroniques. Les 2/3 restants avaient changé de saveur en chemin. Ils étaient partis du Soleil comme neutrinos électroniques et arrivaient sur Terre comme neutrinos muoniques ou tauiques, que les détecteurs précédents au chlore ne voyaient tout simplement pas. Le problème des neutrinos solaires avait duré 33 ans. Sa solution avait confirmé l'oscillation. Et l'oscillation avait définitivement prouvé que le neutrino avait une masse. Mais alors, pourquoi est-ce si scandaleux que le neutrino ait une masse ? La réponse à cette question touche à la structure même du modèle standard, cet édifice théorique construit entre les années 60 et 70, qui décrit toutes les particules connues et 3 des 4 forces fondamentales avec une précision jamais atteinte par aucune autre théorie de l'histoire de la physique. Le boson de Higgs, confirmé en 2012 au CERN après des décennies de recherche, est le mécanisme par lequel la plupart des particules acquièrent leur masse dans ce modèle. Le champ de Higgs remplit tout l'espace, et les particules qui y interagissent, ralenties par ce champ, acquièrent une inertie que nous appelons masse. L'électron interagit fortement avec ce champ, et il est lourd. Les quarks du top interagissent encore plus fort, et ils sont encore plus lourds. Le problème est que ce mécanisme nécessite, pour chaque particule massive, l'existence d'états de polarisation dits gauche et droit, un électron gauche et un électron droit, un quark gauche et un quark droit. Cette double existence est ce qui permet au champ de Higgs de connecter les deux états et de créer une masse. Mais les neutrinos, dans le modèle standard, n'ont qu'un état gauche. Les neutrinos droits n'ont jamais été observés, et aucun mécanisme de symétrie n'en exige l'existence. Sans neutrinos droits, le mécanisme de Higgs ne peut pas donner de masse au neutrino. Donc le neutrino doit être sans masse. C'est une conséquence interne et nécessaire de la structure mathématique du modèle. Et pourtant, il a une masse. Une masse infime, pas même 1/1000e de la masse de l'électron, mais non nulle. Ce qui signifie que, soit il existe un mécanisme de masse entièrement différent pour les neutrinos, soit il existe des neutrinos droits que nous n'avons pas encore vus, soit le modèle standard est incomplet de façon fondamentale. Ces 3 options correspondent en réalité à des théories très différentes sur ce qu'est vraiment un neutrino. Et la plus étrange et la plus fascinante de ces options recèle une possibilité que personne ne voulait vraiment envisager au début. Et si le neutrino était sa propre antiparticule ? Cette question est encore ouverte. Elle occupe des centaines de physiciens dans des laboratoires souterrains à travers le monde. Mais avant d'y répondre, il faut comprendre ce que les neutrinos ont révélé en arrivant de l'explosion la plus violente qu'un astronome puisse observer. Le 23 février 1987, à 7h35 du matin, temps universel, quelque chose d'extraordinaire se produit simultanément dans 3 laboratoires souterrains séparés par des milliers de kilomètres. Au Japon, dans la mine de Kamioka, le détecteur Kamiokande enregistre 11 neutrinos en l'espace de 13 secondes. Aux États-Unis, le détecteur IMB en capte 8 en 6 secondes. En Union soviétique, le détecteur Baksan en détecte 5 en 9 secondes. 24 neutrinos au total, arrivant en un bref éclair, avec une précision temporelle qui coïncide à la seconde près dans les 3 détecteurs. 2 à 3 heures plus tard, des astronomes amateurs et professionnels en Amérique du Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande remarquent une nouvelle lumière dans le ciel,
dans la direction du Grand Nuage de Magellan, la galaxie satellite de la Voie lactée la plus proche de nous. Une étoile vient d'exploser. C'est SN 1987A, la supernova la plus proche visible depuis la Terre, depuis presque 400 ans. Les neutrinos étaient arrivés avant la lumière, 2 à 3 heures avant, et ils avaient parcouru environ 160 000 années-lumière depuis l'explosion. Comment est-ce possible ? Comment des neutrinos peuvent-ils précéder la lumière d'une explosion qui devrait produire les deux simultanément ? La réponse plonge au cœur de la physique des étoiles mourantes. Quand une étoile massive, plusieurs fois plus lourde que notre Soleil, épuise son carburant nucléaire, son noyau de fer, qui ne peut plus être fusionné pour produire de l'énergie, s'effondre brutalement sur lui-même sous l'effet de sa propre gravité. En une fraction de seconde, un noyau de la taille de la Terre se contracte pour former une boule d'à peine une vingtaine de kilomètres de rayon, une étoile à neutrons. Cet effondrement libère une quantité d'énergie absolument colossale, une énergie que rien dans l'univers ordinaire ne peut égaler. Et la grande majorité de cette énergie, près de 99%, est emportée par des neutrinos produits dans les conditions extrêmes de cet effondrement. Mais la lumière, elle, est piégée dans les couches extérieures de l'étoile encore en expansion. La matière est si dense que les photons doivent se frayer un chemin à travers elle, rebondissant de particule en particule pendant des heures avant de pouvoir s'échapper. Les neutrinos, eux, traversent cette même matière comprimée comme si elle n'existait pas, ou presque. Même dans le noyau d'une supernova, qui est l'une des rares conditions où la matière est suffisamment dense pour que les neutrinos interagissent de façon notable, ils ne sont retenus que quelques secondes avant de s'échapper librement. Et une fois dehors, ils filent droit vers nous, sans que rien ne les retarde. La détection de SN 1987A fut historique à plusieurs titres. Ce fut la première fois que des neutrinos émis lors d'une supernova furent observés directement, fondant ainsi la neutrino-astronomie comme discipline autonome. Elle confirma que le modèle théorique de l'effondrement stellaire était correct dans ses grandes lignes, et elle permit de contraindre des propriétés fondamentales du neutrino avec une précision jusque-là impossible. En comparant les temps d'arrivée des neutrinos entre eux et avec la lumière, les physiciens purent établir que si le neutrino avait une masse, elle était extrêmement faible, bien en dessous même de la masse de l'électron, divisée par des dizaines de milliers. La supernova avait aussi livré un message sur la quantité d'énergie en jeu. Ces 24 neutrinos détectés sur Terre n'étaient que les survivants d'un torrent inimaginable. Les modèles prédisent qu'une étoile à neutrons en formation émet en quelques secondes une quantité de neutrinos représentant une énergie comparable à ce que notre Soleil rayonnera sous toutes ses formes pendant toute sa vie, 10 milliards d'années. Une énergie capable de chauffer une planète comme la Terre à des températures absurdes, plusieurs fois de suite et sans s'arrêter, concentrée en 10 secondes à peine. Et 99% de tout ça est emporté par des fantômes qui ne s'arrêtent à rien. Mais saisir de tels signaux demande des instruments à la mesure du défi. Des instruments dont la construction n'a rien d'ordinaire. Pour attraper un neutrino, il faut penser à l'échelle de la montagne, de l'océan, de la planète. Les solutions raisonnables n'existent tout simplement pas dans ce domaine. Chaque gramme de matière que vous placez dans votre détecteur représente une infime chance supplémentaire qu'un neutrino, sur les billions de milliards qui le traversent chaque seconde, daigne interagir avec un de ces atomes. La logique est simple. Plus de matière, plus de chance. Plus de chance, plus de détection. Et plus vous êtes loin de la surface de la Terre, moins il y a de rayons cosmiques parasites qui noient les signaux. Super Kamiokande, dans la mine de Mozumi au Japon, sous 1000 mètres de roche, est un cylindre d'acier de 40 mètres de haut et de 40 mètres de diamètre, rempli de 50 000 tonnes d'eau ultra pure. Une eau si limpide qu'elle absorbe moins de lumière que le cristal taillé le plus pur. Sur les parois intérieures de cette cathédrale souterraine sont fixés plus de 11 000 photomultiplicateurs, des hémisphères de verre à la sensibilité extraordinaire, chacun capable de détecter un seul photon. Quand un neutrino interagit avec un noyau de l'eau et crée une particule chargée rapide, cette particule se déplace dans l'eau plus vite que la lumière ne le fait dans l'eau. Pas dans le vide, mais dans l'eau. Elle crée alors une onde de choc lumineuse, un cône de lumière bleue, le rayonnement Cherenkov, l'équivalent optique du bang sonique d'un avion franchissant le mur du son. Ce cône bleuté s'écrase en un anneau sur les parois du réservoir, et l'analyse de la forme et de la brillance de cet anneau révèle la nature, la direction et l'énergie du neutrino qui a déclenché la réaction. En 2001, un accident catastrophique faillit mettre fin à Super Kamiokande. Un seul photomultiplicateur défectueux implosa sous la pression de l'eau. L'onde de choc de cette implosion se propagea en chaîne à ses voisins, qui imploseraient à leur tour, déclenchant une réaction en domino qui détruisit 6600 des capteurs en quelques secondes,
comme un chapelet de bulles qui éclatent l'une après l'autre. Le détecteur fut reconstruit, les capteurs remplacés par des versions protégées. Il fonctionne aujourd'hui sous sa 4e itération. Ice Cube, lui, a choisi un matériau encore plus abondant et gratuit que l'eau, la glace. Pas n'importe quelle glace, la glace antarctique, dans les profondeurs de la calotte polaire au pôle sud, à des profondeurs où des millions d'années de compression ont expulsé jusqu'à la dernière bulle d'air et le dernier grain de poussière, laissant une glace d'une transparence proche du cristal parfait. Achevé en décembre 2010, Ice Cube occupe 1 km3 de cette glace, équipé de 5160 modules optiques, répartis sur 86 câbles, déployés en forçant des tunnels dans la glace avec des foreuses à eau chaude, à des profondeurs allant de 1450 à 2450 mètres. C'est le plus grand instrument scientifique jamais construit. Il détecte les neutrinos de très haute énergie venant des trous noirs, des blazars, des supernovae et d'autres sources cosmiques extrêmes, en cherchant ces mêmes anneaux de lumière Cherenkov que la glace transmet parfaitement. En 2013, Ice Cube détecta les premiers neutrinos de très haute énergie de sources cosmiques extraterrestres. 2 événements furent surnommés BERT et Ernie par les chercheurs. En 2017, en combinaison avec le télescope spatial Fermi, il identifia la source d'un neutrino cosmique particulièrement énergétique, un blazar, un trou noir supermassif actif entouré d'un disque de matière en rotation, situé à quelques 1800 millions d'années-lumière. Le neutrino avait voyagé depuis là-bas, en ligne droite, fidèle messager cosmique, pour mourir dans 1 km3 de glace au pôle sud. Borexino, en Italie, enfoui dans les profondeurs du massif du Grande Sasso sous l'Apennin, adopte une approche différente. Son volume de détection est constitué de 300 tonnes d'un liquide scintillant extraordinairement pur, un liquide organique qui émet de la lumière quand une particule le traverse. Il est conçu pour détecter les neutrinos solaires de basse énergie, ceux qui proviennent des réactions de fusion les plus fondamentales dans le cœur du Soleil. Ces résultats permettent de sonder directement les régions les plus intimes de notre étoile, là où les photons sont piégés pour des millions d'années avant de s'échapper, mais d'où les neutrinos nous parviennent en 8 minutes. Ces instruments géants, ces fosses creusées dans la montagne, ces kilomètres de glace instrumentée, ces cathédrales d'eau pure, sont les oreilles de l'humanité à l'écoute des neutrinos. Ils captent des signaux que rien d'autre ne pourrait capturer. Et ce qu'ils entendent, c'est l'univers qui parle à travers ces couches les plus opaques. Parce qu'en réalité, les neutrinos que nous venons de décrire, ceux du Soleil, ceux des supernovae, ceux produits dans les atmosphères et les réacteurs, ne constituent qu'une infime fraction des neutrinos qui existent dans l'univers. La majorité écrasante des neutrinos cosmiques ne vient pas d'une étoile en particulier, ni d'une explosion récente. Ils viennent du début du tout. Ils sont les témoins oculaires du Big Bang lui-même. Et ils vous traversent en ce moment au même titre que les neutrinos solaires. Environ 1 seconde après le Big Bang, l'univers était une soupe de particules élémentaires à des températures inimaginables, une densité inimaginable, un état de matière et d'énergie qui n'existe plus nulle part dans l'univers actuel. Dans ces conditions, des neutrinos interagissaient sans cesse avec les autres particules, électrons, positrons, protons, neutrons, dans un bain thermique perpétuel. Puis la température chuta, l'univers s'étendit, et en une fraction de seconde, les neutrinos cessèrent d'interagir. Ils se découplèrent du reste de la matière et se mirent à voyager librement dans toutes les directions, traversant tout ce qui allait s'édifier par la suite, sans jamais s'arrêter. Ces neutrinos existent toujours. Ils n'ont nulle part où aller, et un nombre incalculable d'années pour y arriver. L'expansion de l'univers depuis le Big Bang les a refroidis, ralentis, étirés. Ils baignent aujourd'hui dans un fond cosmologique de neutrinos, le pendant du célèbre fond diffus cosmologique de photons micro-ondes, qui fut la première lumière de l'univers. Sauf que le fond neutrino est encore plus primitif, encore plus antique. Il nous parle du tout premier instant de la seconde initiale, là où les photons eux-mêmes ne pouvaient pas encore se propager librement. La densité de ces neutrinos reliques dans l'espace est extraordinaire. Dans chaque centimètre cube de l'espace, partout, dans le vide intergalactique, dans vos eaux, dans la roche sous la Terre, dans les atmosphères des planètes, il y a environ 340 neutrinos cosmologiques. 340 par centimètre cube, de façon uniforme et ininterrompue, depuis le premier instant jusqu'à aujourd'hui. Invisibles, non détectés directement, mais dont l'influence sur l'évolution de l'univers, sur la formation des premières structures, sur la nucléosynthèse des éléments légers dans les premières minutes, sur la façon dont les galaxies se sont assemblées, est mesurable et a été mesurée par le satellite Planck avec une précision remarquable. La difficulté à les détecter est encore plus grande que pour les neutrinos solaires. Ces reliques du Big Bang ont des énergies millions de fois plus faibles
que tout ce qu'Ice Cube ou Super Kamiokande peuvent voir. L'expérience Ptolémée, actuellement en développement en Italie, au laboratoire du Gran Sasso, tente une approche différente, utiliser du tritium comme cible. Un neutrino relique capturé par un atome de tritium lui ferait subir une désintégration bêta légèrement modifiée, laissant une signature dans le spectre en énergie de l'électron émis. C'est une différence minuscule à détecter dans un contexte de bruit de fond immense. Mais si Ptolémée réussit, ce sera la première détection directe de la lumière du Big Bang, non pas en photons, mais en neutrinos. Jusqu'à présent, toute l'histoire des neutrinos que nous avons racontée touche à leur comportement en tant que particules de matière. Mais il reste une question qui court sous-jacente depuis le début, une question que même l'oscillation et la masse n'ont pas résolue, et qui pourrait conduire à la révolution la plus profonde de toute la physique des particules. Une question sur la nature même de ce qu'est un neutrino et ce que l'univers lui doit de son existence. Chaque particule que nous connaissons a une antiparticule. L'électron a le positron. Le quark a l'antiquark. Ils ont exactement les mêmes propriétés, sauf que certaines grandeurs physiques sont de signes opposés. Pour une particule chargée, c'est évident. La charge de l'antiparticule est l'opposé de celle de la particule. Mais le neutrino n'a pas de charge. Alors qu'est-ce qui distingue un neutrino de son antineutrino ? Et si rien ne les distingue réellement, si le neutrino est sa propre antiparticule, les conséquences pour notre compréhension de l'univers tout entier seraient vertigineuses. Cette question, neutrino ou antineutrino, même particule ou non, n'est pas philosophique, elle est expérimentale. Et sa réponse pourrait être l'une des découvertes les plus profondes de ce siècle. Tout commence avec un physicien que l'histoire a presque avalé. Ettore Majorana était un génie silencieux, disciple d'Enrico Fermi à Rome dans les années 30. En 1937, il publia un article presque ignoré à l'époque, une révision de l'équation fondamentale qui décrit les fermions, les particules de matière comme les électrons. Paul Dirac avait établi cette équation en 1928, et elle impliquait nécessairement l'existence d'une antiparticule pour chaque particule. C'est Dirac qui avait ainsi prédit l'existence du positron, l'anti-électron, confirmé peu après par Karl Anderson. Mais Majorana remarqua quelque chose que Dirac avait peut-être survolé. Pour les particules sans charge électrique, les équations admettent une autre solution. Une solution où la particule et l'antiparticule sont strictement identiques. Une seule entité qui est à la fois elle-même et son propre miroir. L'électron ne peut pas être sa propre antiparticule, parce que l'électron a une charge négative et le positron une charge positive. Ces deux charges s'excluent mutuellement. Mais le neutrino, lui, n'a aucune charge. Rien ne l'empêche d'être sa propre antiparticule. Sa seule caractéristique qui semblait différencier un neutrino de son antineutrino était quelque chose d'appelé hélicité, la façon dont son spin est orienté par rapport à sa direction de déplacement. Les neutrinos observés ont tous une hélicité gauche, comme un tire-bouchon qui tourne dans le sens anti-horaire en avançant. Les antineutrinos observés ont une hélicité droite. Mais si le neutrino a une masse, ce qui est maintenant établi, alors son hélicité n'est pas une propriété absolue. Un observateur qui se déplacerait plus vite que le neutrino le verrait venir de l'autre côté, et son hélicité lui paraîtrait inversée. Ce qui semblait une distinction fondamentale devient une question de point de référence. Ettore Majorana publia son article, puis disparut. En mars 1938, il prit un bateau de Palerme à Naples et ne fut plus jamais revu. Ses notes, sa valise, sa vie, tout fut laissé derrière. Personne ne sait ce qui lui arriva. Sa théorie, elle, survécut. Un neutrino de Majorana, un neutrino qui serait sa propre antiparticule, se manifesterait par un processus particulier que la physique appelle la double désintégration bêta sans émission de neutrinos. Dans la désintégration bêta ordinaire, un neutron se transforme en proton en émettant un électron et un antineutrino. Dans la double désintégration bêta ordinaire, deux neutrons font simultanément cette transformation, émettant deux électrons et deux antineutrinos. C'est un processus rarissime, mais bien réel, observé dans une vingtaine d'isotopes. Maintenant, si le neutrino est son propre antineutrino, un neutrino de Majorana, alors quelque chose d'encore plus rare devient possible. Les deux antineutrinos produits par la double désintégration se reconnaîtraient mutuellement, s'annuleraient l'un l'autre en tant qu'antineutrinos et neutrinos de la même entité, et seuls deux électrons sortiraient du noyau. Zéro neutrino émis. La signature expérimentale est simple à décrire, diabolique à mesurer. Dans la désintégration ordinaire, les deux électrons se partagent l'énergie disponible de façon variable, un spectre continu. Dans la désintégration sans neutrinos, les deux électrons emportent toute l'énergie à eux deux, avec une valeur fixe et précise, une raie nette dans le spectre d'énergie. Il suffit de chercher cette raie, sauf que la demi-vie de ce processus, s'il existe,
est titanesque, probablement des milliards de fois l'âge de l'univers. Pour observer quelques événements par an, il faut des tonnes d'isotopes cibles d'une pureté radiochimique extrême, enterrés profondément sous la roche pour se protéger de tout rayonnement parasite. Des dizaines d'expériences dans le monde entier cherchent ce signal. Cuore en Italie utilise des tours de cristaux de dioxyde de tellure refroidis à des températures proches du zéro absolu. Gerda au Gran Sasso utilise du germanium enrichi immergé dans de l'argon liquide. Nemo et son successeur Super Nemo, installés dans le laboratoire souterrain sous le tunnel du Fréjus, cherchent le sélénium. Aucune n'a encore trouvé le signal. Les demi-vies mesurées dépassent certaines limites colossales sans qu'aucune raie nette n'apparaisse. Peut-être le processus est-il encore plus rare. Peut-être n'existe-t-il pas. Si la double désintégration bêta sans neutrinos est un jour observée, les conséquences seraient renversantes. Elle prouverait que le neutrino est une particule de Majorana. Elle prouverait que le nombre leptonique, une quantité que la physique considère comme conservée dans toutes les réactions connues, peut être violée. Et elle ouvrirait la porte à ce qu'on appelle le mécanisme à bascule, dont il sera question plus loin, qui relie la petitesse de la masse des neutrinos légers à l'existence de neutrinos colossaux apparus dans les premiers instants du Big Bang. Des neutrinos dont la désintégration asymétrique aurait créé le décalage entre matière et antimatière qui a permis à l'univers tel que nous le connaissons d'exister. Mais avant d'atteindre ces profondeurs cosmologiques, il y a une anomalie persistante qui agite la communauté depuis 30 ans, une irritation dans les données que certains physiciennes et physiciens ont interprétée comme le signe d'une quatrième saveur de neutrinos, une saveur entièrement inconnue, plus fantomatique encore que les trois autres. Dans les années 90, une expérience au laboratoire de Los Alamos, nommée LSND, regardait ce qui se passait quand des antineutrinos muoniques parcouraient une trentaine de mètres jusqu'à un détecteur. La théorie des oscillations à trois saveurs prévoyait un taux de transformation très précis sur cette courte distance. Mais LSND trouvait un excès d'antineutrinos électroniques. Pas une petite anomalie, un excès significatif, incompatible avec les trois saveurs connues. Si c'était réel, il fallait une quatrième saveur de neutrinos. Un neutrino avec un écart de masse bien différent de ce qu'on attendait. La communauté fut sceptique. Une seule expérience peut se tromper. On construisit une nouvelle expérience spécifiquement pour tester le résultat de LSND, Mini Boon, au Fermilab. Les détails étaient différents. Plus grande distance, énergie plus élevée, mais le rapport entre les deux était choisi pour tester exactement le même type d'oscillation. En 2018, Mini Boon annonça ses propres résultats. Un excès de neutrinos électroniques dans le détecteur, cohérent avec ce que LSND avait vu. En combinant les deux jeux de données, la signification statistique dépassait les 6 sigma, un niveau de certitude qui, en d'autres circonstances, signifierait une découverte confirmée. L'interprétation la plus populaire était l'existence d'un neutrino stérile, une quatrième saveur, qui ne participe pas à l'interaction faible, mais peut se mélanger avec les trois autres en oscillant. Un fantôme dans le fantôme. Une particule qui n'interagit même pas avec les forces que le neutrino utilise habituellement, invisible même pour les détecteurs à neutrinos, sauf par son effet indirect sur les oscillations. Mais d'autres expériences, cherchant les mêmes signes, ne trouvaient rien. IceCube analysa des centaines de milliers d'événements accumulés sur une décennie et ne vit aucun signe de disparition de neutrinos muoniques vers un quatrième état. Et en 2025, l'expérience MicroBoon au Fermilab publia ses conclusions dans Nature. Avec 2 faisceaux de neutrinos et une technologie bien plus précise que Mini Boon, aucun signe du neutrino stérile simple. Le scénario le plus populaire pour expliquer les anomalies de LSND et Mini Boon était exclu à plus de 95% de confiance. L'anomalie reste pourtant inexpliquée. Les données de LSND et Mini Boon ne disparaissent pas. MicroBoon a fermé une porte, la plus évidente. Mais l'excès est toujours là, réclamant une explication. La communauté explore désormais un paysage plus large. Peut-être des particules exotiques produites dans les réactions, peut-être des violations subtiles de la symétrie de Lorentz, peut-être quelque chose qu'on n'a pas encore imaginé. Le neutrino, décidément, refuse de se laisser cataloguer. Et ce refus n'est pas seulement un problème pour la physique des particules. Il touche à la question la plus vertigineuse de la cosmologie. Pourquoi existons-nous ? La question semble philosophique. Elle est en réalité quantitative et précise. Dans la fraction de seconde qui suivit le Big Bang, l'univers créa de la matière et de l'antimatière simultanément, en quantité identique par paire. C'est une conséquence directe de la physique que nous connaissons. L'énergie se condense en particules par paire matière-antimatière, une pour une, strictement égales et opposées. Quand ces paires se rencontrent,
elles s'annihilent mutuellement en photons. Si l'univers avait été parfaitement symétrique entre matière et antimatière, il ne resterait aujourd'hui que de la lumière et du vide. Pas d'atomes, pas d'étoiles, pas de galaxies, pas de nous. Et pourtant il y a de la matière, des galaxies par milliards, des étoiles, des planètes, des êtres vivants qui se posent des questions sur leur propre existence. Quelque chose, dans les premiers instants du cosmos, a produit très légèrement plus de matière que d'antimatière. Une asymétrie infime, environ un atome de matière pour chaque milliard de paires annihilées. Ce milliard et un constitue tout ce qui existe de matériel dans l'univers. Pour qu'une telle asymétrie se forme, il faut 3 ingrédients que le physicien soviétique Andreï Sakharov identifia en 1967. Une violation de la symétrie qui distingue les baryons de leurs antibaryons, une violation de la symétrie entre particules et antiparticules, ce que la physique appelle violation de CP, et un état hors équilibre thermodynamique dans l'univers jeune. Le modèle standard contient une violation de CP dans le secteur des quarks, découverte expérimentalement dans les kaons en 1964 et confirmée depuis. Mais cette violation est ridiculement petite, des milliards de fois trop faible pour expliquer l'asymétrie observée. Elle est nécessaire mais insuffisante. La leptogénèse est le scénario qui fait entrer les neutrinos dans cette histoire. Dans ce scénario, l'univers primordial contenait, en plus des 3 neutrinos légers que nous connaissons, des neutrinos extrêmement lourds, nés dans les températures et densités du premier instant. Ces neutrinos lourds, s'ils sont des particules de Majorana, peuvent se désintégrer en légers neutrinos et en particules de matière. Et si leur désintégration viole la symétrie CP, si elle produit légèrement plus de leptons que d'antileptons, alors l'univers se retrouve avec un léger excès de leptons. Cet excès de leptons peut ensuite être converti en excès de baryons par un mécanisme connu du modèle standard appelé processus Sphaleron, actif à haute température dans l'univers jeune. Et c'est cet excès de baryons qui constitue toute la matière visible de l'univers. La beauté du mécanisme à bascule, déjà mentionné, est qu'il explique en même temps 2 mystères en un seul geste. Les neutrinos lourds du Big Bang, de masse colossale, tirent vers le bas les masses des neutrinos légers par une sorte d'équilibre inversé. Imaginez une balançoire où plus un côté est lourd, plus l'autre est léger. C'est précisément ce mécanisme qui rendrait compte de la légèreté extraordinaire des neutrinos que nous connaissons, 1 million de fois plus léger que l'électron. La légèreté des neutrinos serait le signe indirect de l'existence de leurs cousins géants, disparus dans le four du Big Bang, mais dont la trace est gravée dans la symétrie de tout ce qui existe. Pour tester cette idée, les physiciens cherchent à mesurer précisément la violation de CP dans les oscillations des neutrinos ordinaires. L'expérience T2K au Japon envoie un faisceau de neutrinos sur 300 km et compare comment les neutrinos oscillent par rapport aux antineutrinos. Les résultats publiés en 2020 montrent une préférence, pas encore une certitude, pour une violation de CP dans le secteur leptonique, avec les neutrinos qui oscillent différemment de leurs antineutrinos. L'expérience Dune, en construction aux États-Unis, enverra des neutrinos sur 1300 km depuis le Fermilab jusqu'au Dakota du Sud, avec un détecteur contenant des dizaines de milliers de tonnes d'argon liquide. Sa sensibilité devrait permettre de confirmer ou d'infirmer la violation de CP leptonique dans les prochaines années. Si elle est confirmée, c'est une pièce du puzzle. Pas la preuve directe de la leptogénèse, car cette théorie implique des neutrinos lourds à des énergies impossibles à atteindre par un accélérateur, mais la pièce qui rend le puzzle cohérent. La vérité est que le neutrino, cette particule qu'on avait crue sans intérêt pendant des décennies, s'est révélée être l'une des fenêtres les plus profondes sur la physique, au-delà de ce que nous comprenons. Le modèle standard est la théorie la plus précise jamais construite. Elle a prédit des particules avant qu'elles soient découvertes, calculé des propriétés avec une précision qui dépasse 10 décimales, unifié des forces qui paraissaient sans lien. Et pourtant, le neutrino l'a brisé. La masse du neutrino ne correspond à aucun mécanisme existant dans la théorie. Les oscillations n'étaient pas prédites. Le mélange entre les saveurs est maximal, là où le mélange des quarks est minuscule. Et personne ne sait pourquoi. La question de Majorana reste ouverte. L'anomalie de LSND et Mini-Boone est inexpliquée. La hiérarchie des masses, quel neutrino est le plus léger, lequel est le plus lourd, n'est pas encore établie. Et la violation de CP leptonique, qui pourrait expliquer notre existence, est encore en cours de mesure. Le mécanisme à bascule, s'il est correct, pointe vers des énergies et des structures qui dépassent le modèle standard et renvoie aux théories dites de grande unification, où les forces fondamentales et les familles de particules convergent à des niveaux d'énergie que seul l'univers primordial a connus. Il exige des neutrinos droits, inexistants dans le modèle standard actuel.
il relie la physique des particules à la cosmologie d'une façon que la théorie n'avait pas prévue. Le neutrino est ainsi la première particule du modèle standard à en avoir fracturé la façade, et la seule dont les anomalies ont été confirmées à ce niveau de certitude, avec un prix Nobel à la clé. Ce que les physiciens construisent aujourd'hui, Dune, Hyper Kamiokande au Japon, KM3NET au fond de la Méditerranée, Juno en Chine avec ses 20 000 tonnes de scintillateurs liquides, est une cartographie de plus en plus fine de cette terra incognita que le neutrino habite. Chaque mesure nouvelle resserre un peu plus les contraintes. Chaque anomalie inexpliquée ouvre une porte. Et au bout de cette enquête, peut-être une physique entièrement nouvelle, au-delà du modèle standard, dont le neutrino aura été à la fois le symptôme et le guide. Voilà l'histoire de la particule la plus présente et la plus insaisissable de l'univers. Un fantôme postulé par désespoir dans une lettre humoristique en 1930. Une particule qui prit 26 ans à prouver son existence. Qui défia ensuite le modèle le plus solide de la physique moderne, en révélant une masse qu'elle n'était pas censée avoir. Qui change d'identité en plein vol, qui parvient de supernovae mortes depuis 160 000 ans, en devançant leur propre lumière, qui remplit chaque centimètre cube de l'univers depuis le Big Bang, et qui porte peut-être la réponse à la question la plus fondamentale qui soit. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? En ce moment précis, pendant que vous écoutez ces derniers mots, des centaines de milliards de neutrinos vous traversent. Ils vous ont traversé tout au long de cette vidéo, comme ils vous traversent depuis le jour de votre naissance, comme ils traverseront la planète entière lorsque l'humanité aura cessé d'exister. Ils ne vous voient pas, et jusqu'à très récemment, vous ne les voyez pas non plus. Maintenant, vous savez ce que c'est. Si cette histoire vous a passionné, abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur j'aime. C'est la meilleure façon de nous soutenir et de nous permettre de continuer à explorer ces mystères chaque semaine. En description, vous trouverez un lien pour nous envoyer un don et soutenir directement le développement du canal. Chaque contribution compte. Et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous écoutez et quelle heure il est chez vous en ce moment.